Certaines trahisons ne se contentent pas de briser un cœur. Elles révèlent qui nous sommes vraiment lorsque tout s'effondre. Voici l'histoire de Camille, une femme de 42 ans qui a sacrifié 20 ans de sa vie pour un homme qui l'a jetée comme on jette un vêtement démodé. Mais ce que son mari n'avait pas prévu, c'est que les femmes qu'on croit brisées sont parfois celles qui se relèvent le plus fort. Et 3 mois après son départ, quand il reviendra supplier à sa porte, ce qu'il fera ensuite glacera le sang de Camille et changera sa vie à jamais. Cette histoire est une œuvre de fiction. Camille se souvenait de chaque détail de cette soirée où sa vie avait basculé dans le vide, de l'odeur du café refroidi sur le comptoir qui se mêlait au silence pesant de la cuisine, du tic-tac de l'horloge qui marquait chaque seconde avec une lenteur insoutenable, de cette lumière jaune qui donnait à la scène une irréalité troublante, comme si elle assistait à un mauvais rêve dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Julien se tenait près de la table en pliant ses chemises avec des gestes mécaniques, avant de les ranger dans la valise ouverte à ses pieds, évitant soigneusement de croiser son regard depuis qu'il avait prononcé ces mots qui flottaient encore dans l'air entre eux. « Je pars, Camille. Je pars vivre avec Nathalie. Pars. » Nathalie, sa collègue de travail, celle avec qui il rentrait tard ces derniers mois en inventant des réunions qui n'existèrent pas, celle dont il mentionnait le prénom avec un détachement trop calculé pour être innocent, Camille aurait dû comprendre plus tôt, mais savoir et accepter sont 2 choses radicalement différentes, 2 réalités qui ne se rencontrent jamais vraiment dans le cœur d'une femme qui a passé 20 ans à construire sa vie autour d'un homme. Elle restait immobile dans l'embrasure de la porte, les bras le long du corps, incapable de formuler une réponse cohérente, tandis que son cerveau refusait obstinément de traiter l'information qui venait de lui exploser au visage. Cette annonce qui effaçait d'un coup 20 ans de matins partagés, de projets abandonnés pour faire place aux siens, de rêves ajustés pour s'adapter à sa carrière. 20 ans à être Madame Camille Fournier, l'épouse qui avait renoncé à tout pour le soutenir dans son ascension professionnelle, et maintenant qui était-elle sans ce rôle qu'elle avait endossé si longtemps qu'elle ne se souvenait même plus de la femme qu'elle avait été avant lui. Quand la fermeture éclair de la valise claqua, Julien se redressa pour croiser son regard une fraction de seconde avant de fixer la fenêtre, cherchant une issue pour échapper à ce moment qu'il avait lui-même provoqué. Il passa une main dans ses cheveux en soupirant, sembla peser ses mots, puis finalement les lâcha, comme on se débarrasse d'un fardeau devenu trop lourd. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix qui manquait cruellement de conviction, avant d'ajouter après une hésitation. « Nathalie me comprend. Elle a de l'ambition, elle sait ce que je veux construire. Toi, tu t'es laissé aller, Camille, et laissé aller. » Le coup porta plus fort qu'une gifle. Elle le sentit traverser sa poitrine et déchirer quelque chose de vital. Mais étrangement, elle ne broncha pas, refusant de lui donner cette satisfaction, refusant de s'effondrer devant lui alors qu'il la contemplait avec ce mélange de culpabilité et d'impatience. Quelques secondes passèrent dans un silence tendu, puis sa voix sortit calme, presque froide, avec une maîtrise qui la surprit elle-même. « Me laisser aller », répéta-t-elle lentement. « C'est comme ça que tu appelles 20 ans à soutenir ta carrière, à repousser mes propres rêves pour que tu puisses poursuivre les tiens ?» Julien serra les mâchoires en détournant le regard, agacé qu'elle refuse de jouer le rôle de la victime silencieuse qu'il lui avait assigné dans cette scène de rupture, qu'il avait sans doute répétée dans sa tête. Il saisit la poignée de sa valise d'un geste brusque, la souleva avec une force inutile qui trahissait sa nervosité croissante. « Tu vois, c'est exactement ça le problème, » répliqua-t-il en se tournant vers elle avec une dureté nouvelle. 20 ans à me rappeler tes sacrifices, 20 ans à me faire porter cette dette. Tu crois que c'est facile de vivre avec quelqu'un qui compte tous ses renoncements ? Camille sentit la colère monter en elle, brûlante et vivifiante, chassant momentanément la douleur qui menaçait de l'engloutir. Elle avança d'un pas vers lui, les poings serrés le long de son corps. « Je n'ai jamais rien demandé en retour, Julien. Jamais. Tout ce que je voulais, c'était qu'on construise cette vie ensemble. » « Ensemble ?» Il eut un rire sans joie qui résonna étrangement dans la cuisine silencieuse. « On n'était pas ensemble, Camille. On était juste, habitués l'un à l'autre. Avec Nathalie, je me sens vivant. » Le silence retomba entre eux comme une chape de plomb. Camille le regarda vraiment pour la première fois de la soirée, et dans cette lumière jaune qui rendait tout irréel, elle vit enfin ce qu'il était devenu, ou peut-être ce qu'il avait toujours été sans qu'elle veuille l'admettre. Un homme qui fuyait ses responsabilités en les déguisant en quête de bonheur.
un homme qui préférait tout détruire plutôt que d'affronter ce qu'il avait contribué à créer. « Tu as raison sur un point », dit-elle doucement, avec une clarté nouvelle qui sembla le déstabiliser. « On était habitués. Moi à tout donner. Toi à tout prendre sans jamais rien rendre. » Julien ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son ne sortit. Il resta là quelques secondes, la valise à la main, cherchant quelque chose à dire pour avoir le dernier mot, pour partir avec l'impression d'avoir gagné cette confrontation qu'il n'avait pas anticipée, puis il renonça et se dirigea vers la porte d'un pas rapide en évitant de la regarder une dernière fois. « Au revoir, Camille » lâcha-t-il en franchissant le seuil. Elle ne répondit pas, resta simplement debout dans cette cuisine où ils avaient partagé tant de matins, écoutant ses pas s'éloigner dans l'escalier, puis le claquement de la porte d'entrée de l'immeuble. Quand le silence revint, total et écrasant, ses jambes cédèrent enfin sous elle, et elle se laissa glisser contre le mur jusqu'à se retrouver assise sur le carrelage froid. Alors seulement les larmes vinrent, brûlantes et silencieuses, emportant avec elles 20 ans de certitude, qui s'effondraient les unes après les autres. Cette nuit-là, allongée dans un lit devenu trop grand, Camille fixa le plafond en essayant de comprendre comment une vie entière pouvait disparaître en une seule soirée. Le sommeil ne vint pas, chassé par les questions qui tournaient en boucle dans sa tête, et seul le silence demeurait, pesant et infini, rempli de tous les mots qu'elle aurait dû dire, de toutes les vérités qu'elle aurait dû voir. Mais dans ce silence oppressant, alors que l'aube commençait à pointer derrière les rideaux, quelque chose bougea au fond d'elle, quelque chose de minuscule et têtu qui refusait de mourir avec ce mariage. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié l'existence. Une voix qui murmurait avec une obstination tranquille qu'elle ne comprenait pas encore. « Demain, quoi qu'il arrive, tu te lèveras. » Les semaines qui suivirent le départ de Julien s'écoulèrent dans un brouillard étrange. Camille fonctionnait plus qu'elle ne vivait vraiment, accomplissant les gestes du quotidien avec une sorte d'automatisme qui l'effrayait parfois quand elle s'arrêtait pour y penser. Elle découvrit rapidement la réalité financière de sa nouvelle situation. Pendant 20 ans, elle avait dépendu entièrement de Julien, et maintenant le compte joint était presque vide, vidé par lui avant son départ avec une prévoyance qui ajoutait l'insulte à la blessure. Les amis communs disparurent les uns après les autres, mal à l'aise face à cette séparation qui les obligeait à choisir un camp, et elle se retrouva seule avec Mathilde, sa meilleure amie d'enfance qui débarqua un soir avec 2 bouteilles de vin et une détermination farouche à ne pas la laisser sombrer. « Tu vas te lever, tu vas te doucher, et tu vas chercher du travail », avait décrété Mathilde avec cette autorité bienveillante qui n'admettait aucune discussion. Pas demain. Aujourd'hui. Camille s'inscrivit donc dans une agence d'intérim le lendemain matin, les mains tremblantes en remplissant un formulaire qui mettait en évidence l'étendue du désastre. 20 ans d'absence sur un CV, aucune qualification récente, aucune expérience professionnelle depuis son mariage. La conseillère qui l'a reçue, une femme d'une 40aine d'années au regard fatigué mais gentil, parcourut le document en silence avant de relever les yeux avec un sourire encourageant qui ne parvenait pas totalement à masquer sa perplexité. « C'est un début difficile, je ne vais pas vous mentir, » dit-elle franchement. « Mais j'ai justement une mission qui pourrait convenir. Assistante administrative dans une PME, contrat d'1 mois renouvelable. Le salaire n'est pas mirobolant, mais c'est un pied dans la porte. » Camille accepta sans même demander les détails, tant elle avait besoin de cette bouée de sauvetage qui lui permettrait au moins de payer son loyer. Le premier jour, elle arriva dans les bureaux avec 40 minutes d'avance, tellement terrifiée à l'idée d'être en retard, qu'elle avait pris 3 métros d'avance et s'était retrouvée à faire les 100 pas devant l'immeuble comme une lycéenne le jour de son premier emploi. L'entreprise occupait le 2e étage d'un bâtiment moderne aux larges baies vitrées, et quand elle poussa la porte, une jeune réceptionniste lui indiqua son bureau avec un sourire rapide avant de retourner à son écran. « Vous devez être Camille », dit une voix masculine derrière elle. Elle se retourna pour découvrir un homme d'une 40aine d'années aux cheveux grisonnants et au regard doux, qui lui tendait la main avec un sourire chaleureux, qui n'avait rien de la pitié qu'elle redoutait tant dans les regards des autres. « Marc Dubois, responsable informatique. Je vais vous montrer votre poste et vous aider à vous installer. » Il passa les 20 minutes suivantes à lui expliquer le fonctionnement du système informatique avec une patience infinie, répondant à ses questions sans jamais lui faire sentir qu'elles étaient stupides, même quand elle confondit pour la 3e fois le mot de passe du réseau avec celui de sa messagerie. Quand elle essaya d'imprimer son premier document,
L'imprimante émit un bruit inquiétant avant de recracher 3 pages blanches et une feuille froissée en accordéon, et Marc apparut, aussitôt avec un sourire en coin. « Elle fait ça à tout le monde le premier jour », dit-il en tapotant affectueusement le capot de la machine récalcitrante. « C'est son rituel d'initiation. Vous êtes officiellement des nôtres maintenant. » Camille ne put s'empêcher de sourire malgré elle, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, une petite bulle de légèreté inattendue au milieu du chaos de sa vie. Ce soir-là, en rentrant chez elle épuisée par cette première journée où elle avait dû réapprendre des gestes professionnels qu'elle croyait avoir oubliés, elle éprouva une sensation étrange et nouvelle, celle d'avoir accompli quelque chose par elle-même, d'avoir gagné sa journée sans dépendre de personne. Elle pleura encore sous la douche, laissant l'eau chaude emporter les larmes qui venaient toujours le soir quand elle se retrouvait seule. Mais le lendemain matin, quand le réveil sonna, elle se leva sans hésiter, s'habilla avec soin et repartit affronter cette vie qu'elle devait réinventer jour après jour, pas après pas, victoire minuscule après victoire minuscule. 2 mois passèrent dans une succession de jours qui se ressemblaient tous et pourtant marquaient chacun une petite victoire sur le chaos que Julien avait laissé derrière lui. Le contrat d'1 mois de Camille fut renouvelé une première fois, puis une deuxième, avant que son employeur, un homme d'une 50aine d'années au regard affûté mais juste, ne la convoque dans son bureau pour lui annoncer qu'il la gardait en CDI, impressionné par son sérieux et sa volonté d'apprendre ce qu'elle ne maîtrisait pas encore. Ce jour-là, en signant le contrat qui faisait d'elle une salariée permanente, Camille ressentit une fierté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années, celle de gagner sa vie par elle-même, de ne plus dépendre de personne pour payer son loyer ou remplir son réfrigérateur. Le salaire restait modeste, bien sûr, mais il était le sien, fruit de son travail et non de la générosité conditionnelle d'un mari qui lui reprochait ses sacrifices. Elle découvrit le plaisir étrange et grisant de l'autonomie financière, cette sensation de liberté qui venait avec chaque virement sur son compte personnel, chaque facture qu'elle payait sans avoir à demander la permission ou à justifier ses dépenses. Elle commença à redécouvrir qui elle était, au-delà du rôle d'épouse qu'elle avait endossé pendant 20 ans, explorant des territoires qu'elle avait abandonnés depuis si longtemps qu'elle les croyait perdus à jamais. Elle s'inscrivit à un cours de yoga sur les conseils de Mathilde, retrouva le plaisir de lire pour elle-même, plutôt que pour commenter les lectures de Julien, acheta des plantes vertes qu'elle installait avec soin sur le rebord de la fenêtre du salon. L'appartement lui-même changea peu à peu de visage. Un samedi matin, armée d'un rouleau et d'un pot de peinture bleu océan qu'elle avait choisi sans consulter personne, elle repeint le mur du salon qui portait encore les traces des cadres qu'elle avait décrochés, effaçant ainsi les fantômes d'une vie qui n'existait plus. Mathilde vint l'aider, et elles passèrent la journée à rire en éclaboussant plus de peinture sur elles-mêmes que sur le mur, retrouvant cette complicité d'adolescente qu'elles avaient en partagée avant que Julien n'entre dans la vie de Camille et ne l'accapare entièrement. Au travail, Marc et elle développèrent une complicité discrète qui réchauffait les journées sans jamais franchir la ligne invisible de la bienséance professionnelle. Ils déjeunaient parfois ensemble à la cafétéria, parlant de tout et de rien, de films qu'ils avaient vus, de livres qu'ils aimaient, de cette ville qu'ils parcouraient chacun de leur côté et qu'ils découvraient ensemble à travers leurs récits. Un après-midi, alors qu'elle bataillait avec un tableau Excel particulièrement récalcitrant qui refusait obstinément de faire la somme qu'elle lui demandait, Marc s'arrêta près de son bureau avec 2 cafés et un sourire complice. « Les chiffres vous résistent ?» demanda-t-il en posant une tasse fumante devant elle. « Ils me narguent, plutôt », répondit Camille en acceptant le café avec un sourire reconnaissant. « Je crois qu'ils ont décidé de former un syndicat contre moi. » Marc rit doucement, se pencha pour regarder l'écran, et en 3 clics régla le problème qui la faisait suer depuis 1 heure. Quand elle le remercia, il haussa les épaules avec cette modestie tranquille qui le caractérisait. « Les tableaux Excel et moi, on a un arrangement, » dit-il avec un clin d'œil. « Je ne les insulte pas, ils m'obéissent. » Un jour, à la machine à café, alors qu'ils attendaient tous les 2 que leurs tasses se remplissent dans le silence confortable de 2 personnes qui n'ont pas besoin de parler pour être bien ensemble, il mentionna brièvement d'une voix qui portait l'écho d'une douleur ancienne. « Je comprends les nouveaux départs, vous savez. Ils sont difficiles, mais nécessaires. » Il ne dit rien de plus, mais Camille sentit qu'il portait lui aussi des cicatrices dont il ne parlait pas,
qu'il avait traversé ses propres épreuves avant d'arriver à cette sérénité apparente qu'elle lui enviait parfois. Cette intuition créa entre eux un lien silencieux, la reconnaissance tacite de deux personnes qui ont connu la chute et apprennent à se relever. Les nuits restaient indifficiles, peuplées de réveils brusques, où Camille tendait la main vers un côté du lit qui resterait vide pour toujours, cherchant une présence qui n'était plus là et ne reviendrait jamais. Mais un soir, alors qu'elle préparait son dîner dans la cuisine repeinte, en écoutant de la musique qu'elle avait choisie elle-même, elle réalisa qu'elle n'avait pas pensé à Julien pendant plusieurs heures d'affilée, que son visage s'était estompé dans sa mémoire comme une photographie, exposée trop longtemps au soleil. Cette prise de conscience fut douce amère, mélange de soulagement et de mélancolie, mais elle comprit que c'était ainsi que la guérison avançait. Lentement, par paliers imperceptibles, par journées où la douleur pesait un peu moins lourd que la veille. Elle n'était pas heureuse encore, pas vraiment, mais elle survivait, et survivre commençait à ressembler à quelque chose qui pourrait un jour devenir une vie à nouveau. 3 mois jour pour jour après son départ, un samedi soir où Camille s'apprêtait à regarder un film installé confortablement sur son canapé avec une tasse de thé et une couverture, la sonnette de l'appartement retentit avec une insistance qui la fit sursauter. Elle ne recevait jamais de visite à cette heure-là, et son premier réflexe fut d'ignorer l'importun, mais la sonnerie reprit, plus longue cette fois, presque suppliante. Elle se leva en soupirant, jeta un coup d'œil dans le Judas, et se figea en reconnaissant la silhouette déformée par l'optique. Julien. Elle ouvrit la porte et resta immobile dans l'embrasure, observant cet homme qui avait été son mari pendant 20 ans et qui lui semblait maintenant être un étranger surgi d'une vie antérieure. Il était méconnaissable, traits tirés, yeux rougis et cernés, barbe de plusieurs jours qui mangeait son visage, vêtements froissés qui pendaient sur un corps qui semblait avoir maigri de plusieurs kilos en quelques semaines seulement. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, comme si le temps s'était vengé de lui avec une cruauté particulière. Elle, en revanche, avait changé dans l'autre sens, vêtue d'un jean confortable et d'un pull doux qu'elle avait acheté avec son premier salaire, les cheveux détachés sur ses épaules. Elle rayonnait d'une lumière nouvelle, fragile mais réelle, celle d'une femme qui réapprend à exister pour elle-même. « Ah, Camille !» dit-il d'une voix cassée, et les mots se bousculèrent dans sa bouche comme s'il avait peur qu'elle ne referme la porte avant qu'il ait pu tout dire. Nathalie m'a trompée, avec un autre, un collègue. Elle m'a quittée. J'ai tout perdu. » Sa voix se brisa complètement sur ces derniers mots, et les larmes se mirent à couler sur ses joues sans qu'il cherche à les retenir, comme un enfant qui ne sait plus comment arrêter de pleurer. Il passa une main tremblante sur son visage, chercha son regard avec une supplication qui aurait pu toucher Camille quelques mois plus tôt, mais qui maintenant la laissait étrangement détachée. « Je me suis trompée, Camille. Tellement trompée. » Il fit un pas vers elle, les mains tendues dans un geste de désespoir. « Pardonne-moi. On peut recommencer, non ? On a 20 ans ensemble, ça compte forcément, ça ne peut pas disparaître comme ça. Tu es tout ce que j'ai. » Camille resta immobile, observant cet homme qui pleurait devant elle, et ressentit un mélange étrange d'émotions qu'elle ne parvenait pas tout à fait à démêler. De la pitié pour sa déchéance visible, de la colère pour tout ce qu'il lui avait fait subir, et par-dessus tout un détachement profond, comme si elle regardait une scène qui ne la concernait plus vraiment. Elle pensa fugitivement à Marc, à sa gentillesse tranquille, à cette vie qu'elle reconstruisait pierre par pierre avec une patience qu'elle ne se connaissait pas, et comprit que Julien appartenait désormais à un passé qu'elle n'avait aucune envie de ressusciter. Puis, avec un calme qui la surprit elle-même, un calme qui venait de cette force nouvelle qu'elle sentait grandir en elle depuis des semaines, elle sourit légèrement. Ce n'était pas un sourire cruel, juste un sourire tranquille, celui d'une femme qui a fait ses comptes et soldé ses dettes. Les mots sortirent au clair et posés, chaque syllabe pesée et choisie avec soin, définitif comme une porte qu'on referme pour toujours. « Désolée, Julien, mais les femmes dignes ne reprennent pas les hommes qui les ont jetées. » Elle vit le choc traverser son visage, la compréhension lente qu'elle ne jouait pas un rôle, qu'elle ne cherchait pas à le punir ou à lui faire payer, qu'elle énonçait simplement une vérité qu'elle avait mise 3 mois à construire et qu'elle ne comptait pas abandonner maintenant. Il ouvrit la bouche pour protester, pour supplier encore, et elle recula d'un pas pour refermer la porte. « Ah, Camille, attends !» Elle secoua doucement la tête, sans colère, juste avec une fermeté tranquille qui ne laissait aucune place à la négociation. « Au revoir, Julien. » La porte se referma avec un clic doux mais irrévocable,
et de l'autre côté, elle entendit ses sanglots s'élever, puis s'éloigner progressivement dans l'escalier, emportant avec eux les derniers échos d'une vie qui n'existait plus. Elle s'appuya contre le battant fermé, le cœur battant fort dans sa poitrine, mais droite, les épaules en arrière, fière de cette femme qu'elle était en train de devenir, fière d'avoir tenu bon face à la tentation de la facilité, de la pitié, du retour en arrière. Puis elle retourna vers son canapé, reprit sa tasse de thé qui avait un peu refroidi, et lança son film comme si de rien n'était. Mais ses mains tremblaient légèrement en tenant la télécommande, et elle dut s'y reprendre à 2 fois pour appuyer sur le bon bouton, parce que dire non à 20 ans de vie commune, aussi pourrie qu'elle ait été à la fin, demandait un courage qu'elle ne soupçonnait pas posséder quelques mois plus tôt. Ce soir-là, pour la première fois depuis le départ de Julien, elle ne pleura pas sous la douche. Elle s'endormit paisiblement, avec le sentiment étrange et merveilleux d'avoir remporté une victoire sur elle-même, sur sa peur de la solitude, sur toutes les voix qui lui murmuraient qu'elle n'y arriverait pas seule. 10 minutes après avoir refermé la porte, alors que Camille essayait de se reconcentrer sur son film sans vraiment y parvenir, la sonnette retentit à nouveau. Elle soupira en pensant que Julien avait oublié quelque chose à dire, hésita à ouvrir, puis finalement se leva en traînant les pieds, agacée qu'il ne respecte pas même cette frontière qu'elle venait de poser si clairement. Mais quand la sonnerie devint une succession de coups pressés, presque frénétiques, suivis de son prénom crié dans l'escalier avec une urgence qui n'y était pas 10 minutes plus tôt, elle sentit quelque chose se nouer dans son ventre. « Camille, ouvre, je t'en supplie, ouvre !» Elle entr'ouvrit la porte en laissant la chaîne de sécurité, et ce qu'elle vit la glaça. Le visage de Julien avait changé, le désespoir plaintif qu'elle y avait lu tout à l'heure avait cédé la place à une panique animale, terrifiante, celle d'un homme traqué qui ne sait plus où aller ni comment échapper à ce qui le poursuit. « Julien, c'est terminé, rentre chez toi. »« Je n'ai plus de chez moi. » Il poussa la porte d'un coup d'épaule qui fit sauter la chaîne de sécurité avec un bruit sec qui résonna dans l'appartement silencieux. Camille recula instinctivement, le cœur explosant dans sa poitrine, tous ses instincts lui hurlant que quelque chose de dangereux venait de franchir le seuil de son refuge. Julien entra, referma la porte derrière lui d'un geste brusque, puis se précipita vers la fenêtre pour vérifier compulsivement la rue en bas, comme s'il craignait d'être suivi par quelqu'un ou quelque chose. « Julien, qu'est-ce que tu fais ? Sors d'ici immédiatement !» Il se retourna vers elle, et dans ses yeux elle vit une folie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de terreur et de rage qui la fit reculer encore, jusqu'à se retrouver dos au mur. Il sortit son téléphone d'une main tremblante, fit défiler des images avec des gestes saccadés, puis le lui tendit presque violemment. « Tu ne comprends pas, Camille. Ce n'est pas juste une rupture. Nathalie, regarde. Regarde. » Elle baissa les yeux sur l'écran et se figea en découvrant ce qu'il lui montrait. Des photos de lui dans des situations compromettantes, des captures d'écran de conversations intimes, des images qu'aucun homme ne voudrait voir circuler, des moments privés qu'il croyait avoir vécus dans la confiance et qui avaient été capturés, archivés, transformés en armes. « Elle a tout enregistré, » dit-il d'une voix rauque qui tremblait au bord de l'hystérie. « Tout filmé, pendant des mois. Elle avait des caméras cachées chez elle, dans sa chambre, dans son salon, partout. » Le sang de Camille se glaça dans ses veines, tandis qu'elle comprenait lentement l'ampleur de ce qu'il lui révélait. Elle leva les yeux vers lui, vit la sueur qui perlait sur son front malgré la fraîcheur de la soirée, vit ses mains qui tremblaient comme celles d'un drogué en manque. « Depuis le début, Camille. Depuis avant même que je te quitte. » Il passa une main dans ses cheveux avec un geste désordonné. « Elle m'a piégé. Elle a tout planifié. Elle m'a séduit. Elle a installé ses caméras. Elle a attendu d'avoir assez de matériel, et puis... » Il s'effondra sur le canapé, enfouit son visage dans ses mains, et sa voix se brisa complètement. « Elle me fait chanter. Si je ne lui donne pas d'argent, beaucoup d'argent, elle envoie tout à mon ancien patron, à ma famille, sur Internet. Elle m'a déjà fait virer en racontant que j'étais impliquée dans ses magouilles comptables à la boîte. J'ai des dettes partout pour essayer de la payer. J'ai emprunté à des gens dangereux. » Il releva vers elle des yeux injectés de sang où brillait quelque chose de proche de la démence. « C'est pour ça que je suis partie si vite de chez nous. J'étais déjà endettée, je fuyais déjà. Et maintenant... » Il se leva brusquement, fit quelques pas nerveux dans le salon. « Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire. » La menace flottait dans l'air, implicite mais réelle.
Camille sentit la peur monter en elle, froide et paralysante, mais garda assez de sang-froid pour glisser discrètement la main dans la poche de son jean et envoyer un message à Marc sous la table. 3 mots seulement. Urgence. Viens. STP. Julien aperçut le geste, et quelque chose de sauvage passa dans son regard. « Et qu'est-ce que tu fais? Tu appelles qui? Tu ne comprends pas que personne ne peut savoir ?» Mais déjà quelque chose se brisait en lui, comme si la folie qui l'habitait depuis son arrivée cédait soudain la place à une lucidité horrible. Il regarda ses mains, regarda Camille plaquée contre le mur, réalisa ce qu'il était devenu, ce qu'il était en train de faire, et recula comme s'il se voyait pour la première fois dans un miroir. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis devenu? Il ouvrit la porte, s'enfuit dans l'escalier sans un mot de plus, et Camille resta seule dans son appartement saccagé par cette visite, tremblante de tout son corps, incapable de bouger. Quand Marc arriva 8 minutes plus tard, essoufflé d'avoir couru, il la trouva encore debout, les bras serrés autour d'elle-même, fixant la porte ouverte. Cette nuit-là, elle comprit qu'elle avait échappé non pas à un homme, mais à un cauchemar dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Le lendemain matin, Marc insista pour rester avec Camille, malgré ses protestations qu'elle allait bien, qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, qu'elle avait l'habitude de se débrouiller seule maintenant. Ils s'installèrent dans la cuisine inondée de la lumière douce du dimanche, et elle prépara du thé pendant qu'il remettait en place les cadres que Julien avait fait tomber dans sa panique de la veille. Le silence entre eux était confortable, celui de 2 personnes qui n'ont pas besoin de parler pour être bien ensemble. Mais finalement, Camille posa les tasses sur la table et raconta tout. Les révélations de Julien, les caméras cachées, le chantage qui durait depuis des mois, cette manipulation qui avait commencé bien avant qu'il ne la quitte. Marc l'écouta sans l'interrompre, les mâchoires de plus en plus serrées à mesure qu'elle avançait dans son récit. Et quand elle termina, il resta silencieux quelques secondes avant de prendre doucement sa main par-dessus la table. « Il faut porter plainte, Camille, pour toi, pour ta sécurité, et pour lui aussi, paradoxalement. C'est la seule façon d'arrêter cette femme. » Elle hocha la tête, sachant qu'il avait raison même si l'idée de retourner dans cette histoire dont elle croyait s'être enfin extraite lui donnait envie de vomir. Puis Marc prit une longue inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à sauter dans le vide, et son regard se voila d'une tristesse ancienne. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Camille. Quelque chose que j'aurais dû te dire avant, mais... » Il marqua une pause, chercha ses mots. « Je ne suis pas divorcé. Je suis veuf. » Le mot tomba entre eux comme une pierre dans l'eau calme, créant des cercles qui s'élargissaient dans le silence. Camille retint son souffle, attendant qu'il continue, sentant que chaque mot lui coûtait. « Ma femme, Émilie, est décédée il y a 3 ans. Un cancer du pancréas. Foudroyant. » Sa voix se brisa légèrement sur ce dernier mot. 6 mois entre le diagnostic et... la fin. J'ai une fille, Léa. Elle a 14 ans maintenant. Camille sentit son cœur se serrer dans sa poitrine, tandis que tout s'éclairait soudain. Sa douceur, sa patience infinie, cette mélancolie qui affleurait parfois dans son regard quand il croyait que personne ne le voyait, sa compréhension instinctive de la douleur et de la perte. Elle comprit qu'il portait son propre poids de chagrin, différent du sien mais tout aussi lourd, et que c'était cette souffrance partagée qui avait créé ce lien silencieux entre eux depuis le début. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant ?» demanda-t-elle doucement, sans reproche dans la voix. Il sourit tristement, un sourire qui contenait des années de solitude et de deuil mal digérés. « Parce que les gens changent quand ils savent. Ils me regardent avec pitié, comme si j'étais brisée au-delà de toute réparation. Ou pire, ils fuient, effrayés par le deuil, par l'idée d'une adolescente, par le poids d'une vie déjà pleine de passé et de fantômes. » Il chercha son regard, et dans ses yeux elle vit une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Je voulais que tu me voies moi d'abord. Juste moi. Pas le veuf. Pas le père seul. Juste Marc. » Camille posa sa main libre sur sa joue, sentit sous ses doigts la rugosité de sa barbe naissante, la chaleur de sa peau, la réalité de cet homme qui avait attendu qu'elle soit prête avant de lui montrer ses propres blessures. « Je te vois, Marc. Je te vois. » Dans ce moment suspendu où le temps sembla s'arrêter autour d'eux, leurs douleurs se rencontrèrent et se reconnurent. 2 personnes abîmées par la vie qui avaient appris à rester debout malgré tout. Il se pencha lentement vers elle, lui laissant tout le temps de se dérober si elle le voulait, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, prudent, chargé de toutes les cicatrices qu'il portait.
Ce n'était pas un baiser de passion dévorante, mais quelque chose de plus profond et de plus vrai. La promesse silencieuse de ne plus être seul dans la douleur, de porter ensemble ce qui était trop lourd à porter seul. Quand ils se séparèrent, Marc resta tout proche, son front contre le sien, et murmura dans le silence de la cuisine. « Je ne promets pas de te guérir, Camille, mais je promets de rester. » Elle sourit à travers les larmes qui perlaient au coin de ses yeux, des larmes différentes de toutes celles qu'elle avait versées ces derniers mois, des larmes qui parlaient d'espoir plutôt que de désespoir. « C'est tout ce que je demande. » Le lundi matin, accompagnée de Marc qui avait insisté pour venir avec elle, Camille se rendit au commissariat de police du quartier et déposa une plainte formelle avec les photos qu'elle avait prises de l'écran du téléphone de Julien avant qu'il ne s'enfuit dans la nuit. La policière qui la reçut, une femme d'une quarantaine d'années au regard acéré et direct, écouta son récit en prenant des notes, puis releva les yeux avec une expression qui mêlait colère professionnelle et compassion. Sincère. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce nom, Nathalie Mercier, dit-elle en tapotant son stylo sur le bureau. D'autres hommes ont commencé à parler ces dernières semaines. Vous nous donnez les pièces qui manquaient au puzzle. L'enquête s'ouvrit officiellement le jour même, et Camille rentra chez elle avec la sensation étrange d'avoir fait un pas de plus vers la fermeture définitive de ce chapitre empoisonné de sa vie. Les semaines qui suivirent furent à la fois douces et incertaines, elle et Marc avançant dans leur relation avec la prudence de deux personnes qui ont appris à leurs dépens que rien n'est jamais acquis. Ils se voyaient plusieurs fois par semaine, partageaient des dîners tranquilles, des promenades le long du canal, des conversations qui duraient jusqu'à l'aube et laissaient entrevoir des possibilités qu'aucun des deux n'osait encore nommer clairement. Un samedi après-midi ensoleillé, alors qu'ils déjeunaient en terrasse d'un petit café près du parc, profitant des derniers beaux jours de l'automne qui doraient les feuilles des platanes, Camille vit une silhouette familière s'approcher de leur table et sentit son estomac se nouer. Nathalie était amaigrie, cernée, mais son regard conservait cette acuité calculatrice qui donnait à chaque geste l'apparence d'une stratégie soigneusement préparée. « Camille, je peux te parler ?» Marc se leva d'un bond, mettant instinctivement son corps entre les deux femmes dans un geste protecteur qui aurait pu être touchant s'il n'avait pas été aussi nécessaire. « Vous devriez partir. Maintenant. » Mais Camille leva doucement la main pour l'arrêter, curieuse malgré elle de ce que cette femme qui avait détruit tant de vies pouvait avoir à lui dire. Elle fit signe à Nathalie de s'asseoir, ignorant le regard désapprobateur de Marc qui resta debout, vigilant. « Écoute, tout ça c'est un malentendu, » commença Nathalie en jouant nerveusement avec ses mains dans une pantomime de fragilité qui sonnait faux. « Julien exagère tout. Il me devait de l'argent, c'est vrai, mais pour le reste... » Camille la coupa d'une voix glaciale qu'elle ne se connaissait pas quelques mois plus tôt, une voix qui portait toute la force qu'elle avait construite jour après jour depuis que Julien était parti. « J'ai vu les preuves, les caméras cachées, les captures d'écran, les menaces. J'ai porté plainte. La police a ton dossier complet. » Le masque de Nathalie se fissura pendant une fraction de seconde, laissant transparaître une rage froide et calculée qui confirmait tout ce que Camille avait besoin de savoir sur sa vraie nature. Elle se pencha légèrement en avant, et sa voix prit une tonalité venimeuse. « Tu ne comprends rien à rien. Les hommes comme Julien, ils le méritent tous. Ils quittent leur femme pour une jupe plus jeune. Ils abandonnent 20 ans comme si c'était rien. Ils ne valent rien. » Ses yeux brillaient d'une haine qui dépassait largement la situation présente. « Pourquoi je ne profiterai pas? Pourquoi je ne les ferai pas payer pour leurs conneries, pour leur égoïsme, pour tout le mal qu'ils font ?» Camille se leva calmement, sortit un billet de son portefeuille, qu'elle posa sur la table pour régler l'addition, et regarda Nathalie droit dans les yeux, avec une clarté tranquille qui sembla déstabiliser cette femme habituée à manipuler les autres. « Tu as raison sur un point. Julien ne valait pas grand-chose. Mais toi non plus, Nathalie. La différence, c'est que moi, j'ai choisi la dignité quand tout s'est effondré. Toi, tu as choisi la destruction. » Elle se tourna vers Marc qui lui tendait la main, et ils s'éloignèrent sans un regard en arrière, laissant Nathalie seule à cette table où elle avait cru pouvoir encore manipuler, séduire, contrôler. 5 jours plus tard, Mathilde appela Camille pour lui annoncer que Nathalie avait été arrêtée à son domicile, que 4 hommes avaient porté plainte pour chantage et extorsion, que Julien avait finalement témoigné en fournissant toutes les preuves qu'il avait gardées, et que l'appartement, perquisitionné, contenait des dizaines de fichiers vidéo et des comptes bancaires secrets qui traçaient un portrait glaçant de manipulation systématique. Camille raccrocha,
et resta un moment immobile, ressentant non pas de la joie, mais une paix profonde, celle qui vient quand la justice suit enfin son cours sans qu'on ait eu besoin de se salir les mains pour l'obtenir. 3 semaines après l'arrestation de Nathalie, Marc invita Camille à dîner chez lui pour la première fois, et le simple fait de prononcer cette invitation sembla lui coûter un effort considérable, comme s'il franchissait une frontière qu'il avait soigneusement gardée jusqu'alors. Dans la voiture qui les emmenait vers le petit pavillon de banlieue où il vivait avec sa fille, il lui expliqua d'une voix tendue que Léa avait accepté l'idée de la rencontrer, ce qui ne signifiait pas nécessairement qu'elle était prête à l'accueillir avec enthousiasme. « Elle a vu d'autres femmes passer après la mort d'Émilie, » dit-il en gardant les yeux fixés sur la route. « Aucune n'est restée très longtemps. Elle a appris à ne pas s'attacher. » Camille arriva devant le pavillon avec un bouquet de fleurs à la main et le cœur battant, consciente que cette rencontre signifiait bien plus qu'un simple dîner, qu'elle entrait dans une famille déjà constituée, fragile, construite sur un deuil qui ne guérirait jamais complètement. Léa ouvrit la porte, une adolescente aux longs cheveux bruns et au regard sombre qui la dévisagea quelques secondes avant de prononcer un bonjour poli, mais dénué de chaleur. Le dîner se déroula dans une atmosphère cordiale mais tendue, ponctuée de silences que Marc essayait maladroitement de combler en parlant trop, en posant des questions auxquelles Léa répondait par monosyllabes, tout en observant Camille avec cette attention minutieuse que seuls les adolescents savent déployer quand ils cherchent à percer les intentions des adultes. Camille mangea sans vraiment goûter ce qu'elle avalait, souriant aux moments appropriés, essayant de ne pas trop parler ni trop se taire, consciente de marcher sur un fil invisible où chaque mot pouvait la faire basculer du mauvais côté. Après le repas, Marc s'excusa pour prendre un appel professionnel qui ne pouvait attendre, et Camille se retrouva seule avec Léa dans le salon où flottaient encore les fantômes d'une vie qu'elle n'avait pas connue. Les murs étaient mal couverts de photos, et son regard fut naturellement attiré par celle qui trônait sur la cheminée. Marc plus jeune, une femme aux yeux doux et au sourire lumineux, et Léa enfant entre eux deux, une famille qui respirait le bonheur avant que la maladie ne vienne tout. « Détruire. C'est maman », dit Léa en suivant son regard, et sa voix portait un mélange de défi et de vulnérabilité. « Je sais », répondit simplement Camille. Le silence retomba entre elles, lourd de tout ce qui ne se disait pas, puis Léa prit une profonde inspiration et lâcha d'une voix qui tremblait légèrement. « Tu sais qu'il ne l'oubliera jamais, elle ? Maman. Jamais. » Camille se tourna vers l'adolescente et soutint son regard sans ciller, comprenant que ce moment était un test, peut-être le plus important qu'elle aurait à passer. « Je ne voudrais pas qu'il l'oublie, Léa. Elle fait partie de lui, de toi, de votre histoire à tous les deux. Je ne viens pas effacer quoi que ce soit. » Léa cligna des yeux, visiblement surprise par cette réponse qui ne correspondait pas au script qu'elle avait anticipé. Les autres? Elle hésita, puis continua plus bas. Les autres femmes qu'il a rencontrées après, elles voulaient qu'on tourne la page, qu'on range les photos, qu'on arrête d'en parler comme si elles n'avaient jamais existé. Sa voix se durcit sur ces derniers mots, et Camille y entendit toute la colère accumulée d'une enfant qui avait dû défendre la mémoire de sa mère contre des étrangères qui voulaient prendre sa place trop vite. « On ne tourne jamais vraiment la page sur ceux qu'on a aimés, » dit Camille doucement. « On écrit juste de nouveaux chapitres, en gardant les anciens dans le livre. Ta maman aura toujours sa place ici, et c'est comme ça que ça doit être. » Pour la première fois depuis le début de la soirée, le visage de Léa se détendit, et un petit sourire apparut au coin de ses lèvres, fragile mais authentique, comme une fleur qui pousse à travers une fissure dans le béton. « D'accord, » dit-elle simplement, et ce mot unique contenait une promesse hésitante, l'ouverture d'une porte qui avait été fermée trop longtemps. Quand Marc revint quelques minutes plus tard, il trouva les deux femmes en train de regarder ensemble un album photo. Léa racontant des anecdotes sur sa mère avec une légèreté qu'il ne lui avait pas vue depuis des mois, et il dut détourner les yeux pour cacher les larmes qui lui montaient aux yeux. Ce soir-là, en raccompagnant Camille à sa voiture, il murmura contre ses cheveux « Merci ». Elle savait pourquoi. 1 an jour pour jour après le départ de Julien, Camille fêtait son 43e anniversaire dans l'appartement qu'elle avait transformé en refuge, entourée de visages qui composaient désormais sa vraie famille, celle qu'elle avait choisie plutôt que subie. Mathilde avait apporté un gâteau fait maison qui penchait dangereusement sur la gauche. Ses collègues de bureau riaient autour de la table basse. Les femmes de son cours de yoga discutaient près de la fenêtre. Et dans ce joyeux chaos,
Marc se tenait à ses côtés avec Léa, qui portait pour la première fois cette robe bleue que Camille l'avait aidé à choisir la semaine précédente. Elle avait été promue coordinatrice administrative 6 mois plus tôt, animait maintenant des ateliers d'accompagnement pour femmes en reconstruction après divorce, et chaque fois qu'elle voyait une participante retrouver cette étincelle dans le regard, celle qui disait « Je vais survivre à ça », elle repensait à la femme qu'elle avait été cette nuit-là, effondrée contre le mur de sa cuisine, croyant que sa vie était terminée à 42 ans. Les mois avaient tissé lentement les fils entre elle et Léa, des fils fragiles d'abord, puis plus solides à mesure qu'elles apprenaient à se connaître à travers des cafés partagés le dimanche, des séances de shopping qui se terminaient en fou rire, des conversations qui partèrent de rien et aboutissaient à des confidences inattendues. Pendant la soirée, Mathilde l'attira discrètement dans la cuisine sous prétexte de chercher des verres supplémentaires et lui murmura avec ce sourire en coin qu'elle connaissait depuis l'enfance. « J'ai eu des nouvelles de Julien. » Camille hésita une seconde, se demandant si elle voulait vraiment savoir, puis hocha la tête. Mathilde lui raconta que le procès de Nathalie avait eu lieu le mois précédent, qu'elle avait été condamnée à 2 ans de prison ferme avec obligation de rembourser ses victimes, que Julien avait témoigné, et que cela semblait l'avoir aidé à tourner une page qu'il avait trop longtemps laissée ouverte. Il avait trouvé un emploi modeste dans une petite librairie du 15e arrondissement, remboursait ses dettes petit à petit, suivait une thérapie 2 fois par semaine. Il a dit qu'il te devait des excuses qu'il ne pourrait jamais vraiment présenter, termina Mathilde en scrutant le visage de son amie pour y déceler une réaction. Camille resta silencieuse quelques instants, laissant cette information se déposer en elle sans provoquer ni joie ni tristesse, juste une forme d'indifférence paisible qui lui confirma qu'elle avait bel et bien tourné cette page-là. « Tant mieux pour lui », dit-elle simplement avant de retourner vers ses invités. En fin de soirée, alors que les premiers départs commençaient à éclaircir le salon, Léa s'approcha de Camille et lui tendit une enveloppe avec une timidité qu'elle n'avait plus depuis des mois. « C'est de la part de papa et moi, pour ton anniversaire. » Camille ouvrit l'enveloppe et découvrit une carte dessinée à la main avec des crayons de couleur, représentant un grand arbre aux branches déployées sous lequel se tenaient 3 silhouettes, et au dos, écrit de l'écriture ronde et appliquée de Léa, ces mots qui lui serrèrent la gorge. « Merci d'être entré dans notre histoire. Maman aurait aimé que papa soit heureux, moi aussi. » Les larmes montèrent si vite que Camille n'eut pas le temps de les retenir. Des larmes chaudes et douces qui parlaient de guérison plutôt que de douleur, de construction plutôt que de destruction. Marc la rejoignit et l'enlaça tendrement, tandis que Léa posait sa tête contre son épaule dans un geste d'affection spontanée qui valait tous les discours du monde. « Heureuse » murmura Marc contre ses cheveux. « Plus que je ne l'ai jamais été » répondit-elle avec une certitude tranquille. Plus tard, seule sur son balcon après le départ du dernier invité, elle observa la ville qui scintillait sous les étoiles et repensa au chemin parcouru depuis cette nuit où elle avait cru mourir de chagrin. Elle avait survécu, puis elle avait vécu, puis elle avait recommencé à rêver, et maintenant elle se tenait là, libre, forte, aimée, entourée de personnes qui l'avaient choisie autant qu'elle les avait choisies. Elle leva son verre vers le ciel nocturne et murmura dans le vent « À la dignité, aux femmes qui refusent d'être des victimes, aux familles qu'on choisit, au nouveau départ. » Et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir brillait de 1000 promesses qu'elle avait hâte de découvrir. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir brillait de 1000 promesses qu'elle avait hâte de découvrir. Camille est partie brisée. Elle est arrivée libre. Entre les deux, elle a appris que la dignité n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on choisit de ne jamais abandonner. Merci d'avoir écouté l'histoire de Camille jusqu'au bout. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le moi en commentaire.